Alors, nous allons parler aujourd'hui de Rosemary Baby, le film, le livre, la mini-série, toute la clique en fait. Pour cette construction, du coup, pour ce commentaire, nous allons dans un premier temps parler du film, donc du film de Polanski, et nous allons le traiter en parallèle du livre de Ira Levin. En fait, il se trouve qu'on est dans un de ces cas de figure où le film est tellement fidèle au livre qu'on pourrait presque croire que le livre est une novélisation du film, ou une adaptation en tout cas écrite. Et ce qui fait qu'en fait, le commentaire, l'analyse des deux en même temps, de manière synchrone, ne pose pas du tout de problème. Une fois que cela sera fait, nous pourrons ensuite parler de la mini-série, qui est un peu la modernisation, si on veut, de Rosemary Baby, donc qui a été fait récemment, je crois que c'était en 2014. Et la mini-série est un peu nulle, hein, on peut le dire, mais elle va être intéressante quand même. Elle va apporter des choses un peu nouvelles et rater d'autres choses, en fait. Donc, ça va être intéressant pour nous de comprendre un peu l'intention. Encore une fois, toujours ce qui nous intéresse dans ces analyses-là, ce sont les divergences d'interprétation ou en tout cas d'adaptation, donc d'un médium à l'autre. Donc ici du roman vers le cinéma. Et clairement, si Polanski, on verra une grande compréhension ainsi qu'une grande sensibilité en fait de Polanski dans son adaptation. Et on verra de la maladresse dans l'autre. Et bien sûr, on clôturera avec la seule suite qu'on pourrait dire intéressante en fait à Rosemary Baby, parce qu'il y a eu des films après, hein, qui est devenu Rosemary, voilà ce qui est devenu le fils de Rosemary, etc. Aucun intérêt vraiment. En tout cas, dans cette analyse-là, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, la suite du livre, un peu. Hein, ça nous permet d'un peu mieux brosser les personnages et de voir en fait ce que la vision à long terme peut-être d'Ira Levin, même si on pourrait douter que ce soit une vision à long terme, vu que le 2, la suite du roman, lui a été un peu imposée en fait. Donc, plus ou moins, avec le succès du premier. Donc voilà, il fallait sortir un 2. C'est comme ça qu'on le ressent clairement. Donc après Rosemary Baby, donc après le bébé de Rosemary, on aura le fils de Rosemary. Et on se rend compte que le fils de Rosemary n'avait rien à faire ici, en fait. En tout cas, il n'a pas été aussi bien pensé que le bébé de Rosemary. Donc voilà, en gros, un peu notre cheminement aujourd'hui. Donc le livre avec le film de Polanski, suivi de l'adaptation en mini-série. Donc la mini-série, c'est 2 épisodes d'1h40, je crois. Suivi enfin de la suite, écrite par Ira Levin lui-même, donc de la suite du bébé de Rosemary, c'est-à-dire le fils de Rosemary. Alors, cette première partie pourrait s'appeler le Bramford. Alors, le Bramford, c'est un immeuble dans lequel toute cette aventure va se dérouler, va se passer. Il mérite son nom vraiment au générique, en fait. C'est un personnage à part entière dans le roman ainsi que dans le film, et on verra pourquoi. Particulièrement l'appartement 7E. Alors, il faut savoir que le film commence par une petite berceuse, donc chantée, enfin fredonnée plutôt, par Rosemary, en tout cas par l'actrice qui joue Rosemary, donc ici Mia Farrow. Et on a cette chanson comme ça qui nous amène petit à petit dans le film. Donc tout de suite, ça nous plante un peu le décor, hein, Rosemary bébé, hein, le bébé de Rosemary. Donc voilà, cette petite berceuse qui est à la fois entraînante, mais aussi dès le départ qui pose un peu le ton. Moi, je la trouve particulièrement en fait un peu malaisante, un peu creepy. Donc pendant qu'on a cette berceuse en fait qui nous est un peu murmurée, on a un plan comme ça qui nous montre en fait toute la ville en fait qui part depuis les tours modernes un peu de New York. Donc on est en 65, hein, donc faut imaginer un peu les couleurs, tout cela. On est en plein automne. Et donc voilà, on a ce plan comme ça qui glisse, donc depuis la ville qui descend dans le bas de la ville un peu, et petit à petit on arrive du coup devant cet impressionnant immeuble gothique un peu que sera le Bramford. On voit tout de suite en fait que le Bramford jure dans ce décor en fait jure un peu avec tous les immeubles un peu qui l'entourent. Et voilà, il a cet aspect un peu imposant, un peu. On se dit que là, il y a une fatalité, il y a quelque chose quelque chose qui s'abat comme ça en fait sur les individus, sur les personnages qu'on voit en dessous, et ces personnages en question justement, on voit un petit couple en fait. Donc, vu qu'on est en plongée, on a donc ce petit couple qu'on voit s'acheminer vers l'immeuble. Il s'agit bien sûr de Rosemary et de son mari, Guy, qui s'acheminent dans cet immeuble, qui vont louer un appartement dans cet immeuble. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Rosemary et Guy en fait avaient été en liste d'attente par rapport à cet immeuble. Ils ont toujours voulu habiter là, dans ce vieux Manhattan, si on veut, qui a un peu plus de prestige. Et ce qui se proposait à eux, c'était plutôt des appartements plus modernes, en fait. Donc à la dernière minute, au moment où ils sont engagés dans un autre appartement ailleurs, quelqu'un vient de décéder dans le Bramford. Et ce qui vient de libérer de la place. Ce qui fait que du coup, ils sont directement sur la liste. Vu qu'ils sont les premiers sur la liste d'attente, ils ont été conviés à faire une visite. Donc, ils ont quand même mis en attente l'autre appartement par rapport auquel ils s'étaient engagés, l'appartement moderne, pour venir visiter le Bramford. Ça paraît être un détail sans importance, sauf que si, on verra que finalement, ils vont venir au Bramford et que Guy va devoir mentir pour se désister de ce premier engagement. Et ces petits détails-là font que nous allons très rapidement planter les personnages, en fait. C'est vraiment un roman ainsi qu'un film qui est, vu qu'il y a un twist en plus, donc ça aide pas, mais la construction fait qu'on est sensiblement amené à le revoir plusieurs fois et à voir tous ces petits détails-là qui nous montraient un peu, en fait, qui trahissaient un peu les caractères des individus, qui nous montraient leur comportement et qui nous justifient un peu mieux ce qu'ils vont faire par la suite.
Donc voilà, c'est quand même bien justifié dans l'ensemble, mais ces petits détails-là vont beaucoup aider, je trouve, à la compréhension du comportement des personnages, tout simplement. Donc voilà, il faut savoir que donc voilà, ils s'engagent dans cette visite, car ils se disent que même si on s'est engagé dans l'autre, qu'on a signé, je vais pouvoir sortir. Enfin, Guy, c'est sous l'influence un peu de Rosemary, il s'est dit, on va pouvoir créer un petit mensonge, comme ça on va pouvoir s'en sortir en fait. Donc voilà, on va pouvoir se retirer sans conséquence. Et ce trait de caractère à la fois, donc rien que cette scène, mais vraiment c'est la scène d'intro quasiment, hein, le fait de s'être engagé, d'avoir signé, et puis finalement Rosemary qui fait un peu l'enfant, qui dit mais non mais Guy, t'as vu cet immeuble, comment ça va être bien si on y vit, etc. Et Guy qui fait mais comment veux-tu que je fasse, Rosie, mais ça le fait marrer quand même de jouer le jeu. Il fait mais tu sais faire, t'es un acteur, t'es un comédien, tu sauras trouver en fait. Et effectivement Guy au téléphone va dire à l'autre, alors je sais plus ce qu'il invente en fait, comme quoi il est en mission, qu'il doit aller faire un film pour les enfants malades quelque part dans le Mississippi, je sais plus. Il joue du coup sur l'émotion pour manipuler donc l'autre agence, ce qui fait que ils peuvent se désister sans perdre d'argent en fait, sans perdre du coup le gage, enfin ce qu'on avance en fait. Cette petite dynamique à deux, on la rappellera tout à l'heure. Donc toujours est-il que pour le moment tout ce qu'on voit c'est donc Guy et Rosemary, donc le couple encore une fois, qui s'acheminent vers cet immeuble, donc en tout petit, hein, on les voit donc pénétrer dans le Bram, dans le Bramford. Alors je dis Bram parce qu'en fait le Bramford, le nom de l'immeuble, donc c'est Ira Levin qui l'a appelé comme ça. Il s'est inspiré un peu de Ram Stoker. Là, particulièrement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais le nom est bien trouvé. Et donc, rien que dans cette visite-là, pareil, hein, en termes de mise en scène, en termes de jeu dans le film, on va très rapidement planter un peu les personnages, en fait. On va avoir une dynamique comme ça entre Guy et Rosemary, donc, qui sont les Woodhouse. Donc, Guy s'appelle Guy Woodhouse, donc Rosemary, donc sa femme. On va avoir un petit jeu entre eux. Donc, pendant qu'ils font la visite, ils vont être là, ils vont se taquiner un peu, Guy va beaucoup jouer avec elle, etc. Donc, on voit un peu voilà, cette humeur bon enfant, en fait, au sein du couple. Parce que jusqu'à là, les choses vont bien. Donc voilà, on cerne Guy un peu beau gosse, très bien habillé, très bien sapé. On n'a aucun doute à croire que c'est un comédien, un peu taquin. Et de l'autre côté, on a la Rosemary, déjà très enfantine dès le départ. Il suffit juste de voir son style vestimentaire. Donc on dirait presque une enfant adulte. Et ça aussi, ça a son importance. Donc ce look qu'elle a, cet habillement, en plus elle paraît toute sensible, toute fragile un peu, n'en rendra que plus appréciable la transformation par laquelle elle va passer. Mais bon, j'anticipe un peu. Donc ils sont là pour faire une visite, donc ils sont avec un agent, dont le nom ne me revient pas, mais on s'en fiche. Donc ils vont devoir visiter donc, cet appartement 7e E. Donc là, ils vont prendre l'ascenseur. Donc là, c'est un peu à l'ancienne. Donc on parle là des ascenseurs où on a des garçons d'ascenseur, tout simplement. Et là, il y a un garçon d'ascenseur, donc c'est un jeune noir, qui s'appelle Diego, qui va les monter. Alors dans le film, on ignore complètement Diego. Il apparaît 2 fois dans le film, je crois, enfin 3 fois plutôt. 3 scènes qui ne sont pas anodines en plus. Donc il apparaît là déjà à l'entrée, donc on le présente un peu. Le film le présente un peu. Donc voilà, c'est celui qui manipule, c'est celui qui manipule en fait l'ascenseur. Donc qui l'ouvre pour laisser passer donc ces jeunes bourgeois, pour les laisser rentrer, qui referme, qui les rouvre, qui les amène là-haut, qui rouvre à nouveau. Et ça va être très bien utilisé dans d'autres scènes dont je parlerai à ce moment-là. Mais encore une fois, j'insiste dessus juste pour dire en fait qu'il y a plein de détails comme ça qui sont tellement appréciables par la suite quand on voit dans quoi ils vont être interprétés et comment ils vont revenir dans le film. Et donc, ce qui en fait un film très dense, mais pas de manière lourde, de manière plutôt subtile, en fait. Et voilà, là, Diego, c'est juste le garçon d'ascenseur. Diego va revenir dans cette histoire. Alors, il faut savoir que dans le livre, en fait, c'est sous-jacent au livre. Pendant que ce drame arrive dans la vie de Rosemary Woodhouse, on a des mouvements sociaux à ce moment-là. Donc, on est dans les années 60, donc on a les Afro-Américains notamment qui essaient en fait de réclamer plus de droits civiques, donc plus de droits civils. Et je pense que dans le livre, on en parlera dans le moment venu, dans le livre essaie d'établir en fait une sorte de parallèle justement entre ces mouvements-là et ce qui est en train d'arriver à Rosemary, en tant que femme aussi, un peu soumise dans le foyer. Plus ou moins, c'est pas grossier non plus, hein, c'est pas, j'irai pas jusqu'à là, mais on sent en fait, on n'arrête pas comme ça de faire des allées-venues sur justement ce mouvement qui se passe, ces hommes un peu, cette branche un peu, cette population en fait qui est un peu assujettie, qui est un peu reléguée, on va dire, au service et qui veut sortir de là en fait, tout simplement, qui veut prendre la place qui lui est due en fait dans cette société américaine qui évolue, voilà. Et donc, on va voir ces parallèles-là. Alors, le film les ignore parce que ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. On y fait quelques clins d'œil, mais le film préfère les ignorer. Mais je pense que c'est un bon choix, encore une fois. C'est un de ces traits qu'on a le temps peut-être de développer dans un livre, mais dans un film, on se serait perdu, là, je trouve. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, voilà, Diego les amène donc à l'étage. Donc, ils arrivent devant l'appartement. Donc, on a Guy, on a Rosemary et on a aussi donc l'agent qui explique un peu. Et rien que dans cette visite, encore une fois, je me répète, mais on va avoir plein de détails en fait. Rien que dans cette visite, des détails qui vont être encore plus appréciables à la seconde lecture. Alors moi, par contre, je suis obligé de les spoiler dès maintenant. Je ne peux pas attendre de tout raconter pour revenir et dire, ah, vous vous rappelez au début, on avait ci, on avait ça, ça voulait dire ci, ça voulait dire ça. Donc je suis obligé en fait d'étaler toute l'histoire dès maintenant et de complètement l'ouvrir en fait. Hein.
Donc voilà, spoiler, mais bon, de toute façon mes commentaires sont bourrés de spoilers dès le départ, donc voilà. Allez voir Rosemary Baby si vous ne l'avez pas encore vu, s'il faut faire une parenthèse. On va avoir donc dans cette visite des éléments troublants qui sont à la fois lâchés par l'agent, mais aussi par rapport à des choses un peu dans le décor, à droite à gauche, qui, si on ne les calcule pas, n'ont pas tellement d'incidence, mais si on arrive à y faire un peu attention, qui vont être assez appréciables par la suite. Donc on a des éléments un peu troublants déjà. Ce qui se passe dans cet appartement qu'ils sont en train de visiter, c'est que l'ancienne propriétaire, donc qui s'appelle Lily Gardenia, est morte en fait. Elle est tombée dans le coma et elle est morte. Et donc ce qui fait qu'en fait son fils, donc c'est son fils qui hérite de l'appartement, mais il ne veut pas y habiter, enfin sans raison particulière en fait, tout simplement. Donc il est prêt en fait à bazarder un peu le contenu de l'appartement et à le louer. Donc, alors c'est un appartement magnifique, hein, il est énorme. Et il est très beau, il a un riche potentiel déjà en plus pour le couple. On va dire que Rosemary et Guy veulent faire un enfant, enfin surtout Rosemary, et elle n'arrête pas de le répéter à qui veut l'entendre en fait. Que pendant la visite, elle le répète, elle le précise justement à l'agent en disant que cet appartement c'est génial parce qu'on va avoir un enfant justement, enfin cette chambre en plus, c'est parfait, on va faire un enfant. On a compris. C'est le rôle de Rosemary Baby. Faut que j'arrête de dire Rosemary Baby, c'est le rôle de Rosemary dans ce film, c'est la maman au foyer. Voilà, faut le savoir, jusqu'à la moitié du film en tout cas. Donc voilà, cette dame, Lily Gardenia, tombe dans le coma puis meurt. Et ensuite, son fils donc veut louer cet appartement qui devrait coûter très cher. On peut se demander en fait finalement, Guy, il n'y a que Guy qui travaille. Et Guy est juste un comédien en plus qui galère un peu. Il a fait quelques bonnes pubs, mais sa carrière ne décolle pas en fait. Donc on peut se demander comment ils vont être amenés à pouvoir payer cet appartement. Hein. Donc l'agent explique rapidement que le loyer n'est pas vraiment à la mesure à laquelle le loyer devrait être. On est quand même à Manhattan, donc quelle que soit la limitation des loyers, je sais qu'il y a des règles, on ne peut pas monter un loyer tout d'un coup d'une certaine somme, mais voilà, n'empêche quoi. Pour le moment, ils peuvent se le permettre, donc ils visitent. Donc voilà, il va louer et il y a encore des affaires de Lily Gardenia, la vieille Lily Gardenia, qui est morte donc à 70 ans, quelque chose comme ça. Il y a encore des affaires à elle, et donc le fils essaie de les bazarder. Donc les meubles, tout cela, bon, si ça les intéresse, il peut leur faire un prix d'amis, comme ça c'est toujours ça en moins à gérer pour lui. Et là, du coup je vais être obligé de le dire, il faut savoir qu'il y a une secte en fait qui sévit dans cet immeuble. Alors dit comme ça, c'est un peu brusque. Je ne devrais pas dire secte, mais plutôt des gens qui s'adonnent à de la sorcellerie. C'est une secte, quoi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le film et le livre vont prendre des pistes assez différentes là-dessus. Le livre nous disant clairement que c'est des sorciers, hein, tout simplement, et qui vont faire des messes, des choses comme ça, etc., et que ce sont des gens même dangereux. Je trouve que c'est beaucoup plus clair dans le livre, en tout cas. Il y a moins de nuances de subtilité nous faisant croire que, mais non, mais on a peut-être rêvé, comme la victime de l'histoire, on est peut-être en train de se faire des films. Par contre, Polanski va essayer, en fait, de retenir un maximum cette impression, on va dire, de magie ou de pouvoir obscur et autres, en fait. Donc, c'est pour ça que quand je dis secte, tout de suite, ce n'est pas très juste pour le film. Donc, il faut se rendre compte que le film essaie justement de retenir tout cela. Et ce qui fait que le film est encore plus appréciable, en fait. Les émotions qu'on va avoir par rapport au film ne sont pas seulement liées au fait que, mon Dieu, le diable va descendre sur Terre et violer une femme, en fait. C'est pas que ça. Enfin, c'est déjà pas mal, mais je veux dire dans le sens où ce n'est pas clairement explicite que là, nous avons affaire à une secte démoniaque. On le soupçonne fortement. À la fin, d'ailleurs, c'est un peu mal tranché, malheureusement, je trouve, mais on reviendra là-dessus. Mais clairement, pendant toute la partie du film, jusqu'aux 5 dernières minutes, cet aspect de l'histoire est un peu retenu. Alors que dans le livre, ça ne l'est pas. Dans le livre, on le sait. Hein, à un moment donné, c'est clair. Pour moi, dans le livre, je n'ai eu jamais de doute qu'on avait affaire à des satanistes. Dans le film, à la fin, j'étais mais du coup, voilà, la scène finale était un peu maladroite. Mais on reviendra dessus à ce moment-là. Mais je suis obligé de l'introduire dès maintenant. Et on va dire que c'est des satanistes. À la fin, dans la conclusion, on essaiera de tirer une analyse proposant une version où, en fait, nous n'avons pas, où tout ça n'est que fantaisie. Donc, on a imaginé tout cela, mais que réellement, qu'est-ce qui nous prouve vraiment que c'était des sorciers? Un peu comme la fin alternative de Signe de Night Shyamalan. Donc, qu'est-ce qui nous dit vraiment que les extraterrestres étaient méchants? Enfin, voilà. On peut tirer cette conclusion à la toute fin, mais pour faire simple, on va partir du principe que là, il s'agit d'une secte, enfin, de sorciers satanistes, donc sévissant dans cet immeuble. Et Lily Gardenia en faisait partie. Donc, Lily Gardenia en faisait partie, et Lily Gardenia a voulu se barrer. Et on va voir des petits détails qui vont nous le montrer, dès le début, en fait. Hein. On va soupçonner qu'elle a essayé de se tirer, parce que, voilà, les éléments sont là. Donc, déjà, il y a le coma. Et on va voir que le coma est un élément récurrent des malédictions, des sorts que peuvent jeter la secte. Donc elle tombe dans le coma et elle meurt. Ensuite, on a une porte condamnée. En fait, ils vont tomber sur une porte, une sorte de cagibi, qui est bloquée par une grosse armoire qui a été déplacée. L'agent va être surpris, et puis il va dire, mais il y a une porte là, il y a un cagibi. Et puis Guy et Rosemary vont dire, oui, ça se voit, cette armoire a été bougée, en fait, elle ne devrait pas être là, elle était là. On voit encore les traces, la poussière, tout cela, voilà, elle était là. Donc quelqu'un l'a bougée, enfin, on l'a bougée il n'y a pas si longtemps que ça. Et le vieux se dit, c'est bizarre quand même, comment ça se fait, pourquoi? Enfin, c'est marqué sur le plan, là, on y a accès normalement.
Et Guy fait, on devrait peut-être pas toucher, je sais plus quoi. Et puis il dit, ben non, j'ai l'autorisation de faire visiter, on peut ouvrir les pièces qu'on veut. Donc ils vont pousser l'armoire qui pèse une tonne. Ils vont se demander, mais comment la vieille a pu déplacer l'armoire? C'est peut-être ça qui l'a tué, en fait. Et quand il déplace l'armoire, on se rend compte qu'en fait, qu'elle condamnait comme ça un KGB qui en plus est rempli d'objets fonctionnels. Donc ils ne comprennent pas. Donc il y a une serpillière, il y a, je sais pas, un aspirateur, j'en sais rien, voilà, il y a des torchons, il y a des trucs, tout est bien rangé en plus. Donc en fait, pourquoi avoir mis l'armoire là? Ils ne comprennent pas. C'est encore une fois un de ces éléments qui est planté par le film. Et dans le livre aussi, je veux dire, qui est planté dans l'histoire. Et il n'y a pas que ça, il y a également aussi il y a des plantes qui sont cultivées. Donc on se rend compte que Lily Gardenia, ça devait être une herboriste. En fait, on a plein de plantes qui sont cultivées comme ça, qui sont cueillies qui sont cultivées dans la cuisine. Et surtout, on va avoir le courrier sur le bureau. Alors les plantes reviendront aussi dans l'histoire. On verra que les plantes, notamment les champignons, en tout cas voilà, vont avoir leur importance dans cette histoire. Et également, on a un courrier sur le bureau qui ne dit que ceci, en fait. Donc c'est un extrait qu'on arrive à voir. C'est Rosemary qui jette un coup d'œil rapide, mais ne fait pas plus attention que cela. Et on voit qu'elle a marqué, donc on voit que c'est l'écriture c'est écrit à la main, donc c'est l'écriture de Lily Gardenia, qui marque que le passe-temps inhabituel et engageant que je croyais être, je ne peux plus m'associer. 3 points de suspension. Voilà. Donc cette phrase est tronquée, hein. Elle est tronquée dans le film. On voit juste je ne peux plus m'associer, je crois. Donc voilà, une phrase plus courte, en fait, qu'on ne perde pas trop de temps du coup à l'image à montrer tout le texte. Mais dans le livre, on sait que voilà, c'est ça la phrase entière en fait. Et on peut nous-mêmes la compléter en fait. Donc la phrase complète qu'elle a dû écrire, c'était ces jeux auxquels je me suis adonné avec cette secte ne sont pas que le passe-temps inhabituel et engageant que je croyais être. Donc voilà, elle a cru à un moment donné en rejoignant une secte sataniste que c'était la fête. Et tout d'un coup, ou en tout cas une fantaisie quoi, peut-être plutôt. Et tout d'un coup, je ne peux plus m'associer à. Donc c'est-à-dire qu'elle a fini par comprendre quelque chose, elle est venue bouleverser en fait la routine sans doute qui semblait jusqu'à là inoffensive de la secte. Elle s'est rendue compte que là, ça rigolait plus en fait. Et là, elle a voulu se barrer. Elle a commencé donc elle a condamné la porte du KGB, a commencé à rédiger ce texte, est tombée dans le coma et ensuite en est morte. Voilà pour le moment ce qu'on en sait. Et toute l'horreur sourde qui règne dans l'immeuble est déjà exposée en fait dans cette simple visite d'appartement, à notre insu. Donc on se doute qu'il y a quelque chose de bizarre là, mais pas vraiment, mais à la deuxième relecture, donc dans un sorte de callbacks, donc ce film est rempli, enfin l'histoire est remplie de callbacks de toute façon, donc de retour comme ça en arrière, qu'on revoit lors d'une deuxième lecture ou une troisième lecture, on se dit ah mais ça donc c'était ça, ah donc ça c'était pour ça, etc. C'est pour ça que c'est un plaisir ce film, c'est vraiment un plaisir. Donc ce qui déclenche toute cette histoire effectivement c'est la mort de Lily Gardenia, c'est ce qui fait que Rosemary et Guy arrivent dans cet immeuble. Sa mort est un peu forcée j'ai envie de dire quand même parce que aller prendre, quand on verra tout à l'heure ce que fait vraiment la secte, qu'elle ait cru à un moment que c'était un jeu, et on va se douter sans doute que ce qui a déclenché en tout cas à son départ de là, c'est son désir de se retirer de la secte et de condamner, de couper court à tout contact avec cette secte. Et la porte du KGB condamné nous donne une piste un peu d'un accès à la secte. Voilà, donc voilà. Quand elle a essayé un peu de se retirer, tout ça, donc on la condamne à mort. Et surtout, on va se rendre compte que sans doute que ce qui a déclenché tout cela, c'est l'arrivée d'une fille dans l'immeuble, qu'on va rencontrer plus tard. Mais voilà, on peut déjà le dire là, ce sera Terry, ce sera une jeune fille qui est dans l'immeuble qu'on va rencontrer plus tard, et on comprendra que c'était sans doute à cause d'elle, en fait, que tout d'un coup, Lily Gardenia s'est dit « Non mais là, on rigole plus, là ». Et il y a une petite discussion assez sympathique sur l'apathie, l'empathie, le non-involvement, enfin, non-involvement, je voulais dire, mais c'est pas le mot en français, mais voilà, le fait que les gens ne s'impliquent pas dans la vie des autres, et que pour eux, cette pauvre vieille dame est morte toute seule, quoi. Personne n'est venu la voir, et son fils, ou son neveu, je sais plus, qui intervient juste à la dernière moment comme ça pour léguer ses affaires, vendre et louer l'appartement et se faire de la thune, qui ne vient même pas aux visites, qui ne vient même pas récupérer les affaires de sa tante, voir s'il y a des choses précieuses, tout cela. Ils vont parler comme ça, voilà, de l'abandon dans cette ville de la multitude, en fait. Donc, ce fait d'être isolé dans la multitude. Multitude, j'ai du mal avec ce mot. Et ça va, ça aussi, avoir tout son sens vers la fin, quand en fait, Rosemary sera à son tour, en fait, isolée dans cette grande ville. Tous ces gens qui l'entourent, et pourtant, elle n'aura jamais été aussi seule dans sa vie. Et donc, en sortant de cette visite, donc, bien sûr, le couple Woodhouse, donc Guy et Rosemary, sont tout à fait emballés par l'appart. Et c'est justement dans cette scène qu'on va avoir ce moment où ils vont essayer d'en discuter calmement, mais tout en sachant très bien qu'ils vont le prendre. Mais Guy qui va quand même commencer à lui avancer que, bah oui, mais on s'est engagé ailleurs, en fait. On s'est engagé. Et Rosemary qui avance, mais non, mais on peut s'en sortir, etc. Donc, on retiendra ici, à ce moment-là, Rosemary comme ça qui influence Guy, et Guy qui n'a absolument aucun problème à mentir, à inventer des choses, et quitte à invoquer, mais vraiment, enfin, l'excuse, elle est assez terrible, je trouve. Enfin, pour un mensonge, en tout cas. L'excuse, c'est carrément, oui, j'ai une mission et c'est presque humanitaire en fait. Donc, qui fait que je ne peux pas rester à Manhattan, donc je dois partir. Et voilà, je ne peux pas m'engager en fait. Et de l'autre agence qui se sent mal un peu, ah bah écoutez, si c'est ça, bah on peut comprendre, voilà. Vous avez toute notre compréhension et tous nos encouragements bien sûr. Mais bien sûr, désistez-vous, pas de souci. En fait, vous n'aurez rien à payer en fait, tout va bien. Donc voilà, donc ils se désistent par rapport à ça. Alors ce soir-là, il faut savoir que leur dossier pour avoir été accepté
dans cet immeuble a été avancée. Donc, ils n'ont pas de garant. Rosemary n'est pas orpheline, mais on reviendra là-dessus, en termes de famille. Mais voilà, ils n'ont pas grand monde autour d'eux. À aucun moment, on ne verra de belles familles, ni les parents de Guy, ni les parents de Rosemary. Et ils vont approcher la seule personne peut-être qui peut se porter garant pour eux et qui s'appelle Hatch. Alors Hatch, si on veut, c'est un peu le père d'adoption de Rosemary. C'est lui qui l'a recueilli en ville. Il faut savoir que Rosemary s'est pointée de sa campagne là-bas pour venir en ville, pour découvrir la ville. Et en fait, c'est un peu Hatch qui l'a pris sous son aile, qui l'a inscrite à des cours du soir, qui a fait en sorte qu'elle ait un travail. Il me semble qu'à un moment, elle était secrétaire. Et au moment où elle rencontre Guy, où il se marie, elle décide d'arrêter de travailler parce que c'est normal. Maintenant, il faut faire un enfant, donc elle va rester à la maison et faire un gosse. Donc voilà, on va dire que Hatch, c'est son père un peu d'adoption. Et Hatch, en fait, va tout simplement leur dire qu'il a voulu pourrir leur dossier. Il dit, bah non, en fait, moi, je suis pas trop pour que vous alliez dans cet appartement, en fait. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de cet immeuble, le Bramford? Et eux, apparemment, ne sont au courant de rien. Donc, ils commencent à leur expliquer, en fait, que le Bramford a été occupé dans le temps, à travers les âges, par des tueurs cannibales, des satanistes, des sorcières. Et ils citent comme ça quelques noms, en fait. On a les Trench Sisters, qui sont des sorcières, pour le coup. Enfin, alors, sorcières, peut-être pas forcément, mais en tout cas, des cannibales. Donc, il invitait des hommes chez elle, dans l'immeuble, pour les bouffer vivants, en fait. Enfin, vivants. C'est l'image que j'en ai parce que dans la mini-série, on les montre, en fait. On montre les Trench Sisters inviter un homme, s'amuser un peu, le faire boire un peu, rigoler, puis tout d'un coup l'allonger sur la table et commencer tout simplement à le découper, en fait, à le bouffer. Donc voilà, on n'avait peut-être pas besoin de voir ça, mais bon, on verra que la subtilité et la mini-série, ça fait deux, hein, vraiment. On avait aussi Case Kennedy, Paul Hams. Alors, on ne donne pas trop de détails sur eux, mais voilà, on nous dit qu'en gros, voilà, il y avait des satanistes, des fous, des tueurs, etc. Et surtout un nom bien particulier, qui est celui d'Adrian Marcato. Alors, Adrian Marcato, va falloir le retenir. Adrian Marcato, c'est celui qui a créé un scandale à la fin des années... on est en 1890, on va dire. Et il a prétendu avoir invoqué le diable en personne. Et non seulement il l'a invoqué, mais en plus, il lui a coupé... Donc, il avait des preuves, quoi. Il avait des poils du diable et des ongles du diable. Enfin, des griffes du diable. Il lui aurait coupé deux griffes et tondu le dos, je sais pas. Donc, on a cet homme, donc ce grand sorcier aussi, qui a résidé dans cet immeuble. Et sans parler des faits divers, les morts un peu mystérieuses, et notamment une mort en particulier qui va vraiment terrifier Rosemary, c'est-à-dire qu'on a retrouvé en fait un enfant mort, enveloppé dans les journaux, je crois, dans les ordures en fait, dans cet immeuble à un moment donné. Rosemary lui dit, mais attends, c'est surtout Guy, parce que Rosemary est terrifiée un peu. Il lui objecte quand même que, on va pas être superstitieux en fait, c'est pas parce qu'il s'est passé des choses dans cet immeuble avant que ça continue aujourd'hui, enfin... C'est pas parce qu'un sorcier a habité quelque part, que des cannibales ont habité quelque part, que le lieu est maudit, en fait, si tu veux. Donc, ils ne sont pas superstitieux dans ce sens-là. Et Hatch, quand même, qui est très raisonné, hein, on verra, avec un esprit très cartésien, très malin, très intelligent, leur dira, en fait, pourquoi tenter le diable, sans jeu de mots? Enfin, si, avec jeu de mots, du coup. Pour lui, certains lieux, en fait, où on a des regroupements de fous, de gens un peu malades ou de gens un peu dangereux, finalement, pour lui, peut-être que ces lieux sont imprégnés d'une certaine onde, en fait, de certaines mauvaises ondes, d'une aura maléfique, si on veut. Et Rosemary lui dit, mais attends, mais si cet immeuble était réputé pour ça, si à force, tout le temps, enfin, à travers le temps, on a toujours des crimes, des choses horribles qui s'y déroulent, l'immeuble aurait été rasé depuis longtemps ou abandonné, en fait. Et il lui explique, en fait, que c'est assez curieux, mais il y avait une autre maison comme ça en Angleterre, apparemment, où il se passait des choses similaires. Et cette maison a été détruite après une série de meurtres, et voilà, après une série de meurtres inexpliqués, on va dire, ou en tout cas terrifiants, l'immeuble a été démoli par le propriétaire. Sauf qu'ici, le Bramford, lui, appartient à l'église. Et ça, en fait, donc c'est un peu ça qui a protégé le Bramford, en fait, qui a fait que le Bramford a été conservé. Et ça pareil, en fait, on a une nouvelle figure ici qui va être récurrente dans le film, où satanisme et religion catholique vont être intimement imbriqués. Et ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin, en fait, que la secte se soit réfugiée là, comme pour, en fait, désacraliser un bien de l'Église aussi. Et ça ne sera pas non plus anodin que ce soit l'Église qui finalement permet à la secte, ou en tout cas à la sorcellerie, en tout cas au blasphème, si on veut, de subsister. Donc qu'il protège comme ça, qu'il le conserve en son sein, qu'il le crée en fait, comme la lumière projette des ombres. Ça va être un peu ça. Et on va voir en fait dans le film que ces deux entités vont venir ou ces deux religions, si on veut, ou en tout cas ces deux courants de pensée vont venir à s'entrechoquer et finalement vont être un peu plus liés qu'on ne pourrait le croire, ou qu'on le voudrait en tout cas. Donc Hatch leur explique quand même qu'il a voulu pourrir le dossier, mais eux ils s'en fichent. Enfin, ils lui expliquent, mais non Hatch, on va s'installer en fait. Et à un moment, quand Hatch comprend quand même qu'ils ne vont pas céder, il se dit, ça sert à rien de continuer à les théoriser, en fait, ils vont y habiter. C'est vrai que finalement, ce que je dis là, ce n'est pas non plus une preuve scientifique non plus. Donc il les lâche, quoi. Il a dit, ok, écoutez, allez-y, vous avez raison. Vous savez quoi, n'écoutez pas un vieux fou comme moi. À tous les coups, ça va bien se passer. Profitez de votre appartement, profitez de votre immeuble, mettez-vous à l'aise. Alors cette première étape de l'installation va être un peu anodine. Donc Guy, Rosemary et Guy vont un peu s'installer dans le nouvel appartement. Au début, donc, l'appartement a été vidé. Donc, il commence à s'installer un peu. Rosemary qui choisit les couleurs, les couleurs des rideaux, la couleur des murs, etc., qui aménage un peu l'appartement. Vraiment la femme domestique, si on veut.
Et Guy qui, lui, va surtout être à l'extérieur. Guy va partir, essayer de relancer sa carrière, essayer de trouver des plans, essayer de trouver donc des scènes dans lesquelles jouer et revenir régulièrement comme ça à cet appartement. Mais tout se passe ici. C'est pour ça que je disais en fait que vraiment l'immeuble va avoir un rôle central dans cette histoire. Et nous, on ne quitte pas Rosemary. Donc, tout comme elle, on est un peu enfermé dans cette maison. Enfin, on est résigné à être là dans la maison en fait. D'accord ? Et donc, il ne va rien se passer de particulier dans cette première partie. Donc, on va juste on va un peu apprendre à les connaître, en fait, avant que les choses ne commencent. On va dire que la seule chose, peut-être, la plus inquiétante qui pourrait se passer, c'est qu'à un moment donné, ils vont entendre le premier chant. Alors, quand je dis chant, il faut comprendre que la secte se réunit régulièrement et on les entend un peu comme ça chanter, en fait, comme dans une sorte de cérémonie. Donc, Guy et Rosemary ne se posent pas plus de questions. D'ailleurs, je crois que c'est Rosemary qui, la première, les entend en pleine nuit. Elle dort souvent tard, en fait, Rosemary. Pendant que Guy est en train de ronfler, elle est souvent éveillée. Et c'est elle qui l'entend la première fois. Il va falloir peut-être marquer le temps de ce chant, de cette réunion, en fait, parce elle a peut-être une importance dans l'histoire, même si ce n'est pas clairement dit. Parce qu'il faut savoir, en fait, que la secte ils ne se sont jamais réunis sans un effet. Il y a toujours une conséquence, en fait, à leur réunion, à leur sabbat. En fait, c'est le sabbat, en fait. Et la signification, en fait, de ce rituel aura une incidence sur la version possible du déroulé de l'histoire, enfin, du déroulé chronologique de l'histoire, en fait. Si ce chant-là, entendu à ce moment-là, pendant l'installation, a l'incidence que moi je lui prête. Mais ce n'est pas prouvé vraiment, mais c'est dans l'interprétation que je me fais de l'histoire, dans la compréhension que j'en ai. Pour moi, ce chant, ce premier sabbat qu'entend Rosemary n'est pas si anodin. Alors bien entendu, elle l'entend de l'autre côté de la cloison, de chez eux. Donc on devine un peu à quel étage se situe la secte. Enfin, ils sont au 7e du coup. Donc on devine aussi que ce sont des voisins plus proches qu'on l'aimerait en fait, qu'ils n'aimeraient s'ils savaient de quoi ils retournent. Mais pour le moment, ils ne sont au courant de rien par rapport à ça. Donc on les voit juste. Donc c'est le temps pour nous de nous amadouer un peu, de nous habituer un peu au couple. Donc dans cet appartement bien sûr. Et on apprend à les connaître un peu mieux. Donc Rosemary, comme j'ai dit, on découvre en fait que c'est vraiment l'âme douce en fait dont on se doutait un peu. Donc elle vient un peu d'Omaha, du Nebraska. Donc elle a été élevée un peu dans une maison catholique et en même temps a fréquenté en fait une école de couvent. Donc ça on l'apprend un peu mieux dans le livre. Dans le film on n'a pas le temps de montrer ça. Il n'y a pas de flashback dans son passé, mais la lecture du livre nous apprend tout cela. Et donc dans l'état actuel des choses, en fait Rosemary est éloignée de sa famille en fait, car ils n'ont pas accepté en fait son mariage avec Guy en fait, qui non seulement était un acteur, mais en plus a une éducation alors mix juive, protestante, c'est pas clair, mais je crois qu'il est protestant peut-être. Et donc sa vie à New York, c'est tout ce qu'elle a. Sa famille l'a rejetée, donc c'est juste une jeune femme au foyer, sans grand intérêt au départ, entièrement dévouée à faire une bonne maison pour son mari, qu'elle adore en fait. Elle adore Guy, vraiment. Elle a un petit cercle d'amis donc dans la ville, mais on la verra souvent seule en fait. Et dans le fond, elle est fondamentalement naïve et solitaire, vraiment. Rosemary, c'est ça, c'est toujours à la maison, soutien de Guy, et ce rôle va être perverti quand Guy, en fait, finira par l'asservir complètement, en véritable instrument pour avancer sa carrière. Et on peut se dire que l'instrument, elle est déjà là, en fait. Mais en fait, Guy va pousser cela, en fait, dans la suite des événements. Par rapport à on verra ce qui va se passer. Et Guy, quant à lui, en fait, est un acteur. Pour le coup, c'est un acteur avec une carrière, comme j'ai dit, un peu tremblotante. Il a fait des pièces télévisées, il a fait des publicités. Ce qu'il a fait un peu d'argent, ce qui peut peut-être expliquer qu'il puisse payer cet appartement. Mais voilà, Guy veut plus grand, en fait. Guy est frustré, en fait. Il n'a pas le succès qu'il estime qu'il lui est dû, en fait, tout simplement. Et il est plus souvent à l'extérieur de l'appartement, du coup, à démarcher, à passer des auditions, etc. Voilà. Et sa vanité, en fait, fait que Guy, il va y avoir une pièce clé pour laquelle il va postuler. Et il ne va pas accepter d'être, en fait, il va être battu, si on veut, par un autre comédien qui s'appelle donc Donald Baumgart. Et c'est Donald Baumgart qui va avoir le rôle. Guy va être halluciné, va être hyper aigri chez lui, on va l'entendre un peu pester par rapport au fait qu'il s'est fait clouer au mur par un mec qui s'appelle Donald Baumgart. Donc c'est quoi ce nom, quoi, merde. Et on voit tout de suite un peu le côté superficiel de Guy, en fait. Et parce que ce n'est pas au talent qu'il se compare, en fait, mais au nom. Parce que alors que lui, il a un nom chic, en fait, il s'appelle quand même Guy. Alors il faut savoir qu'il a changé de nom, en fait. Guy a changé de nom parce qu'il est prêt à faire ce qu'il faut. Et à être quelque part aussi ce qu'il faut, à devenir ce qu'il faut pour être aimé. Ce qui compte pour lui, c'est être aimé. Donc s'il faut qu'il soit à la mode, il l'est en fait. Il veut bien changer de nom et de prénom, il n'y a pas de souci. Du coup, on comprend qu'il est tellement creux qu'on pourrait le remplir de n'importe quoi. Et c'est ce qui va se passer en fait. On va lui proposer des choses en fait. On va remplir cette urne vide qui est prête à tout tant qu'à la fin, elle a le succès qu'elle estime lui revenir. Au départ, je crois que Guy s'appelle Sherman. Il s'appelle Sherman Peden ou Peden. Façon de passer de Sherman Peden donc à Guy Woodhouse, on dirait un nom d'acteur porno en fait en réalité. Donc ça fait vraiment penser à quelqu'un qui compense en fait, qui essaie de compenser, mais avec rien derrière en fait pour assurer. Et on le verra plus tard quand justement il va laisser le diable prendre sa femme, qu'il va donner sa femme et qu'il va s'écraser comme une merde, surtout qu'il va se ratatiner complètement quand Rosemary va découvrir le poteau rose.
On comprend que Guy, bah voilà, c'est que de l'apparence, c'est que de la surface, en fait. Dès qu'on gratte un peu, en fait, c'est absolument creux. Cette façon comme ça d'avoir les noms vont avoir tout à fait une importance. En fait, les noms ne sont pas anodins dans cette histoire, en fait. Donc Woodhouse, donc quand je disais tout à l'heure, c'est un nom qui surcompense, quoi. Guy, déjà Guy, le mec, c'est le mec, en fait. Il veut être le mec. Donc Guy, c'est le mec en anglais. Woodhouse, donc en bois, donc vraiment un nom d'acteur porno qu'on pourrait avoir sur les générateurs de noms porno, en fait. Et donc le mec, le macho man, qui surcompense, en fait, sa vacuité, en fait. Et de l'autre côté, on a Baumgart, donc qui est le capable, qui est l'artisan, parce que Baumgart, ça fait penser à Baumgarten, donc l'artisan, quoi, celui qui s'occupe du bois, du jardin, voilà. Et ben, cet artisan-là, qui lui réussit à la sueur peut-être de son front, de son travail, etc., ben, il va falloir l'handicaper, en fait, pour que le fumiste, qui est Guy, puisse prendre sa place. Et c'est littéralement ce qui va se passer. Rosemary, pareil, Rosemary n'est pas anodine en fait. Donc il y a Rose, il y a Marie, donc c'est la plante Marie, la mère aussi, donc la dernière recette de maternité que va désirer le culte. Les noms étaient absolument bien choisis. Lily Gardinia, déjà, donc, qui était l'herboriste de la secte, etc. Donc voilà, les noms, on va voir que les noms ne sont absolument pas anodins dans cette histoire non plus. Donc voilà, donc on apprend à connaître nos personnages et on va être introduit donc à un personnage clé aussi dans cette histoire par l'intermédiaire de Rosemary. Nous allons maintenant rencontrer Terry, la jeune fille à laquelle j'ai fait allusion un peu tout à l'heure. Donc c'est un jour, ça se passe dans la buanderie, donc en sous-sol, où Rosemary est allée pour faire donc la lessive. Et Rosemary a peur d'aller dans la buanderie, elle a peur d'aller au sous-sol parce que c'est justement d'après l'histoire de Hatch, c'est là qu'ils ont retrouvé le bébé mort en fait, empaqueté dans du journal. Donc c'est là qu'elle va faire la connaissance de Terry, donc Terry Gionofrio. Et justement pour elle, Terry sera l'excuse pour pouvoir descendre donc au sous-sol sans avoir peur en fait, d'être au moins accompagnée. Donc Terry est là aussi pour faire sa lessive, et elles vont se rencontrer, et Terry va un peu se présenter. Et Terry, on apprend donc que c'était une jeune ancienne toxicomane, en fait, qui a été sauvée du caniveau, littéralement, par un couple âgé excentrique, en fait, les Castavet. Donc ce couple, c'est Roman et Minnie Castavet. Mais on ignore leur nom pour le moment, donc c'est juste les Castavet. Et exactement comme tout ce qui se passe dans cette histoire, comme je disais depuis tout à l'heure, en fait, Terry va nous lâcher pas mal d'indices qui prendront toute leur ampleur, tout leur sens dans une deuxième lecture, en fait. Donc déjà, il va nous apprendre que l'appartement des Castavet était autrefois la partie avant de l'appartement des Woodhouse, mais est maintenant séparé par une cloison. Donc voilà, on voit un peu venir, hein, n'est-ce pas? Et on comprend aussi, du coup, que le KGB, c'est le passage condamné, en fait, qui doit sans doute mener vers l'appartement des Castavet ou l'appartement des Woodhouse, en fait. On se dit que c'est un lieu de passage, sans doute. Terry leur apprend ça, et on comprend aussi, du coup, que les chants nocturnes viennent de chez les Castavet, du coup, quand on y pense. Donc c'est eux qui sont derrière la cloison. Et donc, on peut se demander comment ils ont pu expliquer ces stabbats, parce qu'on comprend que Terry n'est pas, on va comprendre que Terry n'est pas, en tout cas dans une première lecture, que Terry n'est pas dans la secte. Que fait Terry pendant que la secte est en train d'avoir son sabbat et de faire ces chants qu'on a entendus? Donc on peut se demander s'il l'endorme en fait, ou si elle participait. Je ne crois pas qu'elle participe, mais peut-être qu'ils ont testé sur elle les recettes de Minnie Castavet, qui on verra n'a rien à envier à Gardinia, justement, pour tout ce qui est de cet aspect herboriste en fait, de créer des potions et autres. On verra donc qu'elle a le moyen de neutraliser les gens s'il y a besoin, en fait. Donc elle a peut-être dû tenter ou se faire la main sur Terry au départ. Donc peut-être que Terry dort, en fait, pendant le sabbat. Terry va aussi nous dire, en fait, sans le vouloir, en fait, le rôle de la vieille Gardinia, en fait, avant, qui était donc l'herboriste. Et elle va aussi raconter la brouille des Castavet avec Lily Gardinia. Un bruit qui correspond justement à l'arrivée de Terry. Donc, et on recoupe un peu avec le texte d'avant, que le passe-temps inhabituel et engageant que je croyais être, je ne peux plus m'associer. Ces deux lignes, en fait, fragmentées, rétrospectivement, réussissent à transmettre, en fait, toute l'histoire de Gardinia. Elle pensait à l'origine, donc, que le culte n'était qu'un groupe excentrique de croyants, New Age, peut-être inoffensif un peu, et jusqu'à ce qu'elle découvre qu'en fait, non, pas du tout. Et là, elle a essayé de se détacher, de les fuir, entre autres, peut-être même d'en parler à d'autres personnes, vu qu'elle a commencé à rédiger du texte là-dessus, et là, ils l'ont tuée, en fait. Mais encore une fois, vraiment, je ne vois pas comment ça tient. Quand on verra tout à l'heure comment la secte embauche, enfin, recrute du personnel, on a du mal à croire que quelqu'un puisse croire que ce soit du jeu, en fait, hein, vraiment. Et la secte n'est pas très subtile sur ce qu'elle propose quand elle va s'adresser à un monde potentiel, et nous le verrons avec Guy. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la rupture avec Gardinia s'est faite dans la précipitation. La vieille a dû refermer l'armoire en catastrophe, ça se voit du coup, parce qu'elle a été traînée et mise là sans prendre le temps de sortir quoi que ce soit du KGB. Elle a enfermé l'aspirateur et les serviettes et l'outillage en fait, en panique, donc c'est évident que ça s'est fait dans la panique. Certainement, moi ce que je me dis, c'est que cela a dû se faire pendant un des rituels de la secte. Ces fameux rituels, on verra en fait, donc ces fameux sabbats, où ils sont tous nus en fait. Donc sans doute était-ce le moment où ils ont tenté peut-être d'ensemencer Terry, la petite Camille, là, donc par le diable. On verra, c'est ce que fait la secte. Elle essaie de trouver une maman potentielle pour le fils du diable, ou l'enfant du diable. On imagine que la vieille a dû voir le diable descendre, même si le 2 nous dit qu'il n'est descendu en réponse qu'à Rosemary, en fait. On le verra dans le 2. Donc le diable va s'expliquer dans le 2, en fait. Oui.
Imaginons donc là, il est descendu à l'écriture de 1, donc on voit que ce scénario peut tenir, le diable qui descend, la vieille Lily qui voit ça, qui panique, comme toute mémé normale, on va dire, qui s'enfuit à poil à travers le couloir, referme le passage en catastrophe, pousse la grosse armoire pour bloquer le passage du haut de ses 89 balais, je dirais. Et tout ça à poil, hein, ne l'oublions pas. Et l'erreur fatale qu'elle commet, c'est qu'elle oublie que la secte détient sans doute un article lui appartenant, en cas de trahison comme celle-ci en fait. D'ailleurs, il ne serait pas ridicule de croire que la secte a un élément personnel appartenant à chacun de ses membres, car on verra que c'est comme ça qu'elle peut jeter des sorts. Ou alors, peut-être que Lily savait très bien qu'elle était fichue, en quittant la secte, elle savait très bien ce qui allait lui tomber dessus. Et c'est là qu'elle va essayer de rédiger cette lettre inachevée, comme une sorte d'aveu, de confession finale avant de tomber dans le coma, sous le sort de la secte. Alors, ce qui est tragique dans cette histoire, c'est même pas ce qui est arrivé à la vieille Lily, en fait, qui, on peut dire, là un peu, enfin, je sais pas, elle a fricoté avec les diables, bon. Je ne dis pas qu'elle l'a mérité, je veux dire, mais son histoire me touche un peu moins que celle de Terry, en fait, qui, au départ, a cru que les Castavet avaient des motifs sexuels pour elle. Elle croyait que c'était des vieux un peu dépravés. Donc, il recueillit une jeune toxicomane, sans doute, pour lui proposer des choses. Donc, elle avait rien d'autre à se mettre sous la dent, donc elle a accepté. Et finalement, elle s'est rendue compte que non, c'est des bonnes gens, en fait. Ils ne me veulent pas de mal. Ils se sont occupés de moi, ils m'ont traité, ils m'ont soigné, ils ont appelé un docteur et tout. Et maintenant, je suis en pleine forme, ils m'ont jamais rien demandé. Et twist final, si. Ils attendaient beaucoup d'elle. Enfin, c'était un ventre, en fait. C'est un ventre. Ils avaient besoin d'un ventre. La pauvre, elle ne se doute même pas que le médecin qui l'a sans doute ausculté et qui l'a remis sur pied était lui aussi, faisait sans doute partie de la secte, en fait. Donc, elle s'est fait manipuler du début à la fin, sans jamais le savoir. Et dans cette approche de la secte, on sent aussi une approche désespérée, en fait. Ils vont carrément aller embaucher des toxicomanes dans la rue, en fait, pour espérer faire accoupler le diable. Enfin, c'est génial, je trouve. Je me demande s'ils ont essayé avant, avec d'autres gens. Du coup, on ne le saura pas. Je me dis que ça doit pas être bien difficile quand même pour une secte d'embaucher un ventre. Enfin, je sais pas. Mais je veux dire, si une secte a vraiment le pouvoir d'invoquer Satan, je pense qu'ils peuvent le faire. Ils ont des moyens, on va comprendre que la secte a des moyens et un pouvoir tel que c'est un peu bizarre en fait qu'ils n'y arrivent pas. Mais bon, on va dire qu'ils jettent d'abord leur dévolu sur Terry et que ça ne marche pas. Alors du coup, cette amitié avec Terry va être de courte durée, effectivement, parce que Terry va tout simplement mourir. Donc quelques jours après la rencontre avec Rosemary, Terry va plonger à sa mort par la baie vitrée, en fait, depuis le 7e. Donc on a Rosemary et Guy qui est rentré tranquillement, en fait, d'une balade ou peu importe, qui voient la police entourant, en fait, déjà le Bramford, mais surtout entourant le cadavre de Terry. Et les Castavet aussi, à ce moment-là, rentrent à pied. Et là, on les voit pour la première fois. Donc Minnie et Roman Castavet, donc haut en couleur, sapés, mais alors... Ils ne passent pas inaperçus, on va dire. C'est pas ils sont pas plus imposants qu'ils ne sont riches en couleurs. Voilà, c'est plutôt ça. Et donc les policiers vont les interroger et les Castavet vont prétendre que Terry n'avait pas de famille en fait, mais que c'est pas possible. Qu'est-ce qui a pu se passer? Et puis il y a Roman qui dit mais c'est bizarre parce que moi je sentais aussi qu'elle allait pas bien dernièrement, mais ma femme m'a dit que non, tu te fais des idées, tu te fais des histoires. Et Minnie qui dit mais oui, mais non, mais tu t'es fait des histoires. Elle n'a pas pu se suicider, elle n'a pas pu sauter. Peut-être qu'elle nettoyait les vitres et qu'elle est tombée. Et Roman qui lui dit nettoyer des vitres à 3h du matin, enfin, à minuit, on va dire. Et cet indice qu'il lâche, cette information qu'il lâche en disant que du coup, elle n'avait pas de famille, que la police n'a pas à essayer de joindre qui que ce soit, cette petite information va accrocher, on va dire, Rosemary, qui va intervenir et dire, mais si, elle m'avait dit, en fait, quand on s'est vu dans la buanderie, elle m'avait dit qu'elle avait un frère dans la marine avec qui elle n'avait pas beaucoup de contacts, certes, mais elle avait quand même un frère. Et donc, on peut se dire déjà qu'à ce moment-là, qu'il y a quelque chose de louche, en fait, que les Castavet ne sachent pas que Terry avait un frère. Terry qui l'annonce à Rosemary la première fois qu'ils se rencontrent, à plus forte raison que ces vieux qui sont occupés d'elle, qui l'ont nourrie, logée, qui sont vraiment occupés d'elle. Donc, et à un moment donné, forcément, elle leur a parlé de sa vie un peu. Donc, elle a au moins fait mention de son frère. Donc, eux, ils excluent automatiquement le frère, ils excluent toute famille potentielle en disant à la police qu'ils n'ont pas à chercher plus loin. Donc déjà, on a un premier indice comme ça de mensonge, en fait, pour essayer de contrôler la situation. Mais Rosemary ne tilte pas là-dessus, en fait. Elle réagit pas, elle dit juste, mais non, mais si, enfin... Il l'avait dit, elle me l'avait dit en fait, elle a un frère. Du coup, forcément, les Castavet observent, se retournent du coup vers Rosemary et vers Guy et comprennent du coup que ce sont leurs voisins. Et quand Rosemary rencontre pour la première fois du coup cette première rencontre avec les Castavet, il faut se rendre compte qu'en fait que Minnie est en train de la dévisager en se disant, mais on dirait qu'elle se dit, mais and what do we have here? Mais qu'est-ce qu'on a là? C'est intéressant, tu vois. Tout d'un coup, toujours dans son fameux projet de trouver un ventre pour le diable. Hein. Roman, lui, quant à lui, en fait, semble presque baisser la tête de gêne parce que Rosemary n'arrête pas de leur dire sur le bien que pensait Terry d'eux. Alors, sans doute se sent-il un poil coupable par sa mort. On verra aussi que ce sont les reproches que Minnie va lui faire. Donc, ce petit jeu-là, je sais pas s'il est anodin, mais dans le film, ce qu'on voit, en tout cas, on voit donc Roman qui baisse la tête et Minnie qui observe, qui analyse Rosemary de haut en bas, en fait. Et cette nuit-là, Rosemary va faire un rêve mêlé de cauchemars où elle se fait engueuler par la sœur supérieure, donc la sœur supérieure de l'école, du couvent où elle a été éduquée, de l'école religieuse plutôt où elle a été éduquée, en même temps que Minnie, du coup, Castavet, de l'autre côté de l'appartement, est en train d'engueuler, en fait, le leader, enfin Roman, du coup, qui en aurait trop dit. Et on se doute du coup que Roman aurait parlé à Terry en fait, et lui aurait dit des choses que clairement Minnie aurait préféré garder secret.
Parce que Minnie n'arrête pas de répéter du coup, mais t'es vraiment un mauvais leader, mais t'es le leader de quoi toi? Mais c'est pas possible en fait, je t'avais dit de ne pas lui dire en avance. Elle ne serait pas assez ouverte d'esprit, je ne voulais pas que tu lui en parles. Dans son rêve, à Rosemary, c'est la sœur Agnès qui engueule Rosemary d'avoir dit à sœur Véronica, en gros, que les fenêtres de l'école étaient cassées en fait, qu'on les avait un peu masquées comme ça, mais qu'elles étaient cassées. Et du coup, vu que Rosemary a avoué cela, l'école a été disqualifiée et ils ont perdu du coup un prix de la plus belle école religieuse, etc. Et en même temps, en parallèle, la secte, elle, a perdu Terry. Donc on se rend compte que les fenêtres cassées, c'est la fenêtre par laquelle, la baie vitrée par laquelle Terry est passé. Et donc, si on comprend bien, dans la réalité, Minnie est en train d'engueuler Roman pour avoir dit à Terry des choses qui font qu'on a perdu Terry, que du coup elle est passée par la fenêtre qu'elle a pété. Et dans son rêve, Rosemary, elle, est en train de se faire engueuler par sœur Agnès d'avoir dit la vérité à sœur Véronica, qui a compris du coup que l'école avait des vitres pétées et que du coup, ils avaient été disqualifiés, donc ils ont perdu le fameux prix, en fait. Et Rosemary n'arrêtait pas de lui dire, mais en même temps, c'est plus honnête, en fait, on ne pouvait pas mentir non plus, ça ne se fait pas de mentir. Alors là, quand même, ce sont les pensées de Rosemary, donc on ne peut pas dans ce rêve-là, dans ces parallèles-là, un peu bizarres qu'on a. Minnie, qui est la sœur Agnès, donc là, un peu la mère supérieure de l'Église. Rosemary, qui est sous les accusations. On ne peut pas vraiment dire que Roman ait le rôle de Rosemary ici, parce qu'il y a aussi l'oncle, donc la famille de Rosemary, donc l'oncle qui est aussi présent dans le rêve, et qui essaie un peu de prendre sa défense, ou au moins de calmer le jeu. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est que Roman est en train d'essayer de calmer Minnie, car en fait, il ne veut pas que ça s'entende non plus. Enfin, il ne veut pas que les voisins entendent cela. On peut comprendre, du coup. Donc je ne pense pas que Roman l'ait dit par honnêteté, même si c'est ce qui semble sous-entendre un peu le rêve, mais plutôt qu'en réalité, Rosemary semble le substituer en fait à un oncle dans son rêve, un oncle qui dit chut à Minnie, en fait, qui lui demande de se taire. Et Minnie qui continue, tu vois, on a dû le faire et du coup, on a dû casser les fenêtres en fait. Et c'est surtout ce qui embête Minnie en fait dans l'histoire, c'est que ses fenêtres sont brisées. Et elle continue de répéter, de toute façon, n'importe qui ira, n'importe qui à partir du moment en fait qu'elle est vierge, jeune et en bonne santé. En fait, voilà ce qu'il faut au diable apparemment pour se reproduire. Il faut juste qu'elle ne soit pas vierge, une non vierge en fait. Il faut juste qu'elle ne soit pas vierge, qu'elle soit jeune et qu'elle soit en bonne santé. Le diable, les vierges, ça ne l'intéresse pas. Et du coup, d'ailleurs, il est assez curieux à ce moment-là que ce soit Minnie en fait qui semble confier cette info à Roman, quand on comprendra à la fin que c'est lui le leader de la secte. Donc, n'est-il pas censé en savoir plus sur Satan qu'elle en fait? Et on comprendra que Minnie n'est pas la sorcière sous Roman, mais plutôt qui se complète en fait. Et on peut vraiment voir Minnie comme la sorcière supérieure. Tout comme dans ce rêve, ses paroles sont prêtées à la sœur supérieure par Rosemary. Donc le rêve développe ce parallèle entre l'école de Rosemary, donc Rosemary à l'école, et sa famille traditionnaliste, donc d'un côté, et de l'autre côté, la secte, en portrayant Minnie en sœur supérieure et Roman en membre de sa famille. Et non seulement ça plante le background catholique de Rosemary, il faut que ce soit catholique de toute façon, mais ça plante aussi, comme dans un miroir funeste, qui est le cauchemar, un procédé intentionnel dans la narration d'opposer le rituel satanistique face au rituel religieux, entre l'école religieuse dirigée par la mère supérieure et la valeur familiale, avec l'oncle de Rosemary, d'un côté donc, et la secte dirigée par Minnie et Roman, de l'autre. Alors, de tout ce rêve et de tout ce cauchemar, on va dire, il va falloir surtout retenir une chose, tout simplement en fait. On comprend que quelque chose a été annoncé à Terry. Quelque chose qu'elle a très mal vécu, très mal reçu, et ce qui a mené à sa mort. Même s'il y a des failles dans ces différentes versions. Mais on reviendra un peu plus tard sur la mort de Terry, quand on en verra un peu plus sur la démarche même de la secte, en fait. Parce qu'on pourrait se poser des questions, en fait. Pourquoi Terry serait resté après l'annonce, en fait? Et pourquoi le soir? Pourquoi ce suicide du soir? Si Roman lui a annoncé la journée, il est assez curieux quand même qu'après une nouvelle pareille, que Terry soit restée. Et si elle est restée, on peut imaginer l'état de trouble dans lequel elle devait être. Et donc, Roman et Minnie se barrent en la laissant toute seule dans l'appartement. Donc voilà, c'est assez curieux. Et on peut aussi se demander pourquoi elle n'aurait pas demandé de l'aide à Rosemary. Elle venait quand même de rencontrer Rosemary, donc elle avait beau être isolée. Elle avait quand même une amie dans cet immeuble, en fait. Une amie qu'elle savait au moins ne pas être liée, mêlée à tout cela. Vu qu'elle a rencontré Rosemary et Guy, notamment dans le roman, elle connaît les deux, elle voit le comédien, tout ça, donc elle sait qu'ils viennent d'arriver. Donc, même si elle a pris la mesure, l'ampleur de la secte, donc on peut comprendre qu'elle soit tétanisée, qu'elle ait peur, mais elle avait quand même une voie de sortie autre. Donc il y a deux théories potentielles. Donc, ou alors elle a pu annoncer au couple qu'elle allait partir. Elle a pu annoncer au Castavet que non, ce plan que vous avez pour moi, ce que vous comptez me faire ou ce que vous m'avez déjà fait, on reviendra là-dessus, non, en fait, non, je pars et éventuellement, du coup, là, il y a eu peut-être une conséquence directe avec les capacités, du coup, de la secte. Mais à l'état des choses, ce n'est pas le plus important. Ça sera beaucoup plus intéressant de le mettre en lumière avec ce qui va arriver à Rosemary plus tard, quand on verra vraiment la secte en pleine action. Et là, on pourra se demander du coup comment ils ont pu approcher Terry et comment ils ont changé leur approche avec le couple des Woodhouse. Donc à cette étape, ils viennent donc les Castavet jouent le jeu, enfin prétendent en tout cas être dévastés par cette mort. Et après avoir fait donc la connaissance donc des Woodhouse là en bas, à côté du cadavre de Terry, encore fumant. Ils se disent, tiens, on va pouvoir les accrocher. Donc en fait, l'idée, c'est de les inviter à dîner. Et donc dès le lendemain, il y a Minnie qui se pointe chez Rosemary. Et
on va remarquer en fait une curiosité éhontée en fait chez Minnie qui est très efficace en fait pour récupérer de l'information. Donc par exemple, par nature, dès qu'elle rentre chez Rosemary, elle commence à demander les prix, comment les gens vivent, etc. Elle est très intrusive. Et elle va utiliser en plus la mort, directement vraiment, la mort de Terry pour les appâter, en fait, en jouant sur la pitié. Donc pour pouvoir les approcher et en disant qu'ils allaient se retrouver seuls pour la première fois depuis longtemps, Roman et elle. Alors quand on comprend que c'est eux potentiellement qui l'ont buté, quand même, c'est gonflé. Mais voilà, donc c'est aussi là qu'on nous introduit les prénoms. Donc c'est là qu'elle dit qu'elle c'est Minnie et que son mari c'est Roman. Donc ce sont les voisins d'à côté. Et quand Rosemary essaie justement de ne pas essayer de se retirer de cette invitation, parce qu'au début je crois que ça ne l'intéresse pas tellement, en fait en disant mais non mais on ne voudrait pas déranger, en fait on sent que vous faites un effort pour nous mais ça ne voilà c'est bien gentil mais on ne voudrait pas vous nous imposer. Et là Minnie lui dit non mais si je propose c'est que vraiment ça ne me dérange pas du tout en fait, car en fait elle prévient tout de suite qu'elle est très égoïste en fait. Et ça c'est un présage très honnête de ce qui va se passer par la suite. Donc Minnie leur dit non mais attendez. En réponse à cette invitation au dîner, une Minnie qui sort, si c'était un problème, je ne demanderais pas. Je suis aussi égoïste que la journée est longue, donc c'est une expression qu'elle nous sort. Cela va se révéler être bien plus rien de plus que la vérité. Car Minnie ne les invite que pour évaluer en réalité le potentiel de Rosemary comme mère potentielle de l'enfant de Satan, de l'enfant du diable. Un peu comme leur nouvelle Terry. Donc Rosemary finit par dire j'en parlerai à Guy, on verra ce soir, j'en parle à Guy quand il rentre. Et bien sûr, Guy va rentrer ce soir-là et Guy va être claqué, crevé encore une fois, déçu, comme je l'avais dit tout à l'heure, sa carrière est un peu branlante et ça ne marche pas des masses. Donc Guy est un peu cassé en fait, donc Rosemary lui dit mais il y a les voisins qui nous ont invités. Et Guy dit non, j'espère que tu ne t'es pas engagé quand même. Et en fait Rosemary s'est un peu à moitié engagée tout en disant qu'elle demanderait quand même l'autorisation de Guy. Donc elle s'est un peu elle a été prise en pinceau, si on veut, en sandwich entre du coup son mari et cette dame en fait, et c'est deux autorités devant lesquelles elle s'affaisse, si on veut. Donc elle a littéralement dit à Minnie, on viendra, mais je vais quand même demander à Guy. Donc, et Guy lui dit, attends, tu lui as dit qu'on viendrait, mais que tu me demanderais quand même, donc si je dis qu'on n'y va pas, on fait comment? Donc voilà, c'est Rosemary, c'est Rosemary. C'est les autres qui décideront, et en même temps, voilà, les autres ont déjà décidé, enfin c'est vraiment, ça colle très bien à son caractère. Donc Guy finalement voit bien qu'elle est embarrassée, donc il lui dit écoute allons-y. Et c'est assez génial parce que finalement en fait la suite de cela c'est que la secte va réussir à accrocher Guy, donc atteindre Rosemary, et que finalement en fait c'est Rosemary qui a déclenché tout cela. C'est Rosemary avec cette invitation là en mettant son mari en porte-à-faux qui va malgré elle permettre la suite des événements à venir. Et donc arrive la scène du dîner, une des meilleures scènes du roman, du film aussi, mais une de mes scènes préférées, car en fait on se rend compte que ce dîner ce n'est pas un simple dîner, c'est un guet-apens. C'est littéralement un guet-apens. Donc on va faire la rencontre de ces vieux sorciers, donc Minnie et Roman en fait, qui sont affables, polis, courtois, tout cela. Donc voilà, on baisse notre garde en fait. Alors que le dîner est très bien orchestré. Quand je dis que c'est un guet-apens, en fait, l'organisation même du dîner a été pensée. Donc au début on les met à deux d'abord, donc Guy et Rosemary, avec le couple des Castavetes, donc qui vont les interroger, leur parler, en fait, afin de trouver le maillon faible en fait. Comment on va les approcher? Comment arriver à notre but? Donc maintenant qu'ils sont débrouillés pour les hameçonner et les ramener chez eux, en fait, commence la partie de pêche. Lors des discussions, en fait, la discussion même à table, en fait, ces discussions qu'il va y avoir autour d'un cocktail, même l'ordre n'est pas anodin. Parce que d'abord, ils vont tester la religion. Alors, bien sûr, alors quand je dis religion, bien sûr, ils vont parler de la chrétienté, mais surtout, du catholicisme, en fait. Alors, je ne sais pas si dans le livre, il est vaguement insinué que la mère de l'enfant de Satan doit être catholique. Métavique, c'est plus, c'est une longue tradition du cinéma quand même, qui aime bien, il faut que la chrétienté soit catholique avant tout. C'est surtout lié à tout l'attirail qui va avec, en fait, les croix, tout cela, donc c'est plus visuel, en fait. Roman va se mettre à dénigrer, en fait, la religion. Et la traiter de business. Il se trouve qu'à ce moment-là, le pape est en train de visiter, en fait. Le pape est en train de visiter, a fait une visite à New York. Et donc pour Roman, c'est du business, c'est du show, c'est un show en fait. Et pendant que cela se passe, il y avait effectivement une grève au niveau des journaux, donc les journaux n'étaient plus publiés à ce moment-là, il y avait une grève au niveau des journaux, et pour Roman, finalement, le pape allait bien choisir le bon moment, c'est-à-dire le moment où ça allait reprendre, parce qu'il faut avant tout que cet événement soit diffusé, soit documenté, il faut que les gens sachent. Donc toujours dans une stratégie commerciale. Donc voilà en tout cas comment il présente l'organisation religieuse. Et Guy, bien sûr, va s'arranger de son avis. De toute façon, on verra très vite que Guy n'a pas vraiment d'avis tranché sur quelle que soit la question en fait. Guy s'arrange souvent, on va le voir, Guy va avoir une facilité comme ça à se ranger dans un avis très rapidement, sans nuance, et être assez d'accord tout de suite. Donc Guy s'arrange du côté de Roman, donc il est agnostique, voilà. Alors qu'en réalité, Roman ne s'attaque pas vraiment à la religion. En réalité, il s'attaque plutôt à l'organisation autour de la religion. C'est ça qu'il dénonce, pas la religion en soi. Donc il parle d'hypocrisie, de théâtre, et il dit que, curieusement, à un moment, il dit d'ailleurs que son père était dans le théâtre. Ce qui est un mensonge, oui et non. En réalité, quand on sait que son père, le père de Roman, on le saura plus tard, c'était le premier, en tout cas un des plus importants, à s'amuser comme ça un peu, à expérimenter un peu avec ses forces obscures.
il faut reconnaître qu'il y a quelque chose du coup de théâtral dans leur cérémonie, quelque chose de spectaculaire dans le rituel, dans les sabbats. Donc c'est assez curieux finalement. On a Roman qui est un sataniste convaincu, qui croit en l'existence de Satan, même pas en théorie, en véritable entité existante. Donc il dénigre la religion. Et on se rend compte quand on creuse un peu que ce n'est pas vraiment la religion, c'est l'organisation religieuse encore une fois, c'est l'autorité qui est autour de tout cela. Guy ne semble pas saisir cette subtilité-là, donc il se rend juste son avis en disant « mais oui, c'est du show business aussi, etc. » Et on sent qu'en fait que chez Rosemary, il y a une gêne. C'est assez dur à encaisser parce qu'ils attaquent quand même après tout la figure du pape. Et Rosemary a beau, elle aussi, s'être un peu tassée, donc en termes de religion pareil, elle n'a pas trop d'avis, elle dit « ah ben je ne sais pas », ce qui est une réponse légitime bien sûr. Mais dans le fond, on sent qu'elle ne s'est pas complètement débarrassée en fait de cet ancrage, de cette éducation religieuse qu'elle a pu recevoir. Et je réalise du coup que c'est peut-être pour cela que c'était aussi une candidate privilégiée, finalement. Donc, dans cette lecture que j'ai, moi, de la secte, qui est toujours en train de vouloir souiller, en fait, donc, pas seulement la contraire de la religion, mais essayer de s'imbriquer là-dedans. Donc, le fait que la mère soit quelqu'un qui croyait, qui ne croit plus, etc., ça fait sens, en fait. Ça fait sens vraiment dans comment tout cela a été construit. La secte n'existe pas juste en tant que telle, c'est vraiment, il y a un jeu comme ça entre la secte et les organisations religieuses, en tout cas la pensée religieuse, précisément catholique, vraiment, où ça s'imbrique, comme j'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce que habiter dans ce building qui appartient à l'Église et essayer de pervertir pas mal de rituels, on verra plus tard, qui peuvent avoir leur source en fait dans le lore religieux catholique. Alors le fait que Rosemary ait été éduquée donc dans une école religieuse et qu'aujourd'hui elle soit un peu dans le doute, je trouve que ça en fait aussi une candidate de choix pour la secte, pour enfanter justement l'enfant de Satan. Alors Minnie est la première à remarquer cela en disant mais on va arrêter de parler de ça parce que je vois bien qu'on gêne Rosemary. Donc je pense qu'ils ont marqué leur point à ce moment-là. C'est assez curieux d'ailleurs de les voir, parce qu'il y a Roman qui dit mais non mais Rosemary, voyons, soyez raisonnable, vous pensez bien, c'est du show business tout cela. Et c'est génial en fait, c'est vraiment génial de les voir eux cracher à la gueule de la religion, en disant que c'est du faux. Et Guy qui dit qu'on ne peut pas savoir, Guy à la rigueur peut dire qu'on ne peut pas savoir, et de renchérir que ce sont des faux qui se pavanent en se prétendant saints, alors que Roman et Minnie savent, enfin, ils sont convaincus, ils ont vu le diable, donc ils savent. On pourrait parler de mensonge par omission, mais pas vraiment en fait, finalement. Si on comprend encore une fois que ce qu'ils attaquent, ce n'est pas le fait de croire en soi de la religion, mais plutôt de l'organisation, encore une fois. Et de ce point de vue, pour eux, Satan est le meilleur ami des églises. De cette organisation-là, en tout cas. Puisqu'elle les a maintenus en affaire depuis si longtemps. Donc grâce à la peur, du coup. Et ils vont opposer Satan, qui représente donc cette sagesse immaculée, en fait, une vérité, en tout cas pour la secte, à l'hypocrisie dans laquelle se complaisent des hommes. Et encore une fois, pas les croyants, mais l'organisation religieuse. Qui, du coup, trompe le reste. Cette discussion va s'interrompre quand Minnie, justement, va remarquer qu'ils offensent sans doute Rosemary, et on en apprend un peu plus donc, sur les doutes de Rosemary quant à la religion. Donc on voit qu'en fait, sous la pression sociale, ou par facilité et manque de caractère, elle cède assez vite, finalement. Donc elle est passée, ce qu'elle dénonçait au départ, donc cette pression sociale ou familiale, en tout cas qu'elle avait, elle estime s'en être débarrassée ici. Alors que non, pas vraiment, en fait. C'est pas très différent, en fait, de l'endoctrinement qu'elle reproche à sa famille, finalement, parce que là, elle cède, parce que la pensée globale en ville, c'est que on ne sait rien, on n'est pas sûr, Dieu est peut-être mort, etc. Donc elle s'est rangée de ce côté-là. Donc même dans sa façon en fait de s'être émancipée, elle a retrouvé un autre carcan concrètement. Donc Rosemary ne s'est jamais émancipée. En tout cas à ce niveau-là, toujours pas. Elle ne s'est jamais émancipée. Ce n'est pas en fuyant sa famille traditionnaliste religieuse qu'elle s'est émancipée en arrivant à la ville. Elle a rejoint juste un autre courant qui se dit être libre, mais elle n'a aucun avis original sur la question. Elle n'a aucune pensée qui lui est propre. Elle veut faire son gosse et décorer son appartement en fait. Et il y a presque, quand on y pense, une chute, en fait, cynique dans le parcours de Rosemary. Elle a fui donc l'obscurantisme familial, donc famille traditionnelle, religieuse, les femmes qui font 8 gosses, catholiques avant tout, etc., pour tomber finalement dans quelque chose de plus sombre, de plus obscur, et de tout aussi ancien que ses pratiques conservatrices et ritualistiques. Elle tombe sur ça pourrait être les rémanences de la sorcellerie, en fait, dans le seul lieu où la sorcellerie a pu survivre, le seul lieu où elle a pu échapper au harcèlement, au soupçon, au voisinage inquisiteur un peu. Elle a pu se réfugier dans le scepticisme de la ville. Les gens de la ville sont sceptiques, donc en fait, les voisins sorciers, ils passeront absolument inaperçus. Et c'est le seul lieu où la secte a pu proliférer et gagner en force, tout en engageant le citadin désabusé, nihiliste et un peu cynique, comme la Gardinia, la Lily Gardinia. Le citadin qui veut expérimenter des choses nouvelles, interdites, excitantes pour lui. Donc toujours prêt à jouer la carte de l'irrévérence, du choc, jusqu'au moment où il réalise ce qu'il en est vraiment. Et là, comme Lily, il se défile. Donc c'est assez génial en fait, cette courbe de Rosemary en fait, qui monte, qui croit, et en fait qui redescend tout aussi sec. Donc après cette petite parenthèse sur les religions, on attaque maintenant les carrières. Ça me fait comprendre que ce repas est un véritable cauchemar en fait. Donc politique, religion, travail. Voilà les discussions à table. Et c'est là qu'ils vont découvrir la sensibilité de Guy à la flatterie. Donc au dîner, Roman va utiliser en fait une sorte de variation de la lecture à froid en fait pour caresser l'ego de Guy et gagner sa confiance.
La lecture à froid étant ce qu'on arrive à deviner sur quelqu'un en fait en balançant des pistes, mais sans savoir vraiment, mais en Sherlock Holmes, voilà. C'est pas vraiment un bon exemple, mais ça pourrait être ça en fait. À deux, trois indices près, on envoie un pic. L'autre, dans sa façon de répondre ou d'esquiver la réponse, en tout cas de réagir, on en déduit encore plus de choses. Et on peut justement faire croire qu'on sait des choses sur la personne qu'en réalité qu'elle est en train de nous apprendre. Donc c'est ça que Roman va l'utiliser à la perfection sur Guy en fait. Par exemple, vu qu'il apprend donc que Guy a joué dans Luther, il ment sur le fait d'avoir vu la pièce. Et il suppose à tort que, tu vois, il fait que, oui, mais je vous ai vu jouer, vous étiez Albert Finney, etc. Enfin, oui, vous faisiez un geste, il prétend qu'il s'est souvenu avoir vu Guy avec un certain geste pendant la pièce, ce qui ne veut rien dire. C'est un comédien qui est sur scène, sur une pièce de théâtre, bah oui, il en fait des gestes. Donc, il lui dit, vous avez fait un geste comme ça, il y a un geste comme ça avec la main que vous faisiez qui m'a vachement marqué. Et Guy, il fonce droit dans le panneau en fait, et dit, mais oui, c'est ça, effectivement, j'avais un geste, j'ai voulu donner un geste spécifique au personnage, pour moi, je lui donnais plus de vie de cette manière-là. Et Roman rectifie en disant, ah oui, ben voilà, c'est pour ça que je trouvais que vous vous démarquiez par rapport à votre alter ego, parce qu'au départ, je crois que Roman se trompe en croyant que c'était Guy qui était le lead, comment on dit déjà, the actor lead, en gros celui qui mène la pièce, quoi, la star de la pièce, mais en fait non, c'est lui qui donnait plutôt la réplique. Et il lui dit, bah voilà, c'est ce que vous aviez de plus par rapport à l'autre, en fait, je trouvais, vous aviez plus de caractère, plus de vie dans votre jeu. Et Guy, ça y est, Guy est aux anges, on le flatte à table, il a trouvé son auditoire, donc ils se sont mis tout de suite Guy dans la poche. Et c'est génial. Je trouve que c'est fou la rapidité de Roman à cerner Guy. Donc sans doute était-ce un plan de Minnie, parce que le plan de Roman c'est l'explorateur en fait dans le couple, Roman et Minnie des sorciers. Roman c'est celui qui voyage, celui qui a vu le monde. D'ailleurs il va le dire à ce repas, il va expliquer qu'il a été partout. Nomme un endroit sur Terre, j'y ai été. Donc il a été chercher quelque chose, sans doute qu'il a été chercher de la connaissance, ou peut-être d'autres sorciers potentiels à embaucher. Et donc lui est tourné vers l'extérieur, et ça ne m'étonnerait pas que ce soit de lui que soit venu le plan d'aller repêcher une fille dehors, une Terry en fait. Donc voilà, une Terry désabusée, abandonnée dans le caniveau, on va la récupérer, on va faire notre plan. On va en faire la mère qu'on cherche à créer. Donc c'est un plan, pour moi c'est un plan de Roman. Alors que Minnie, elle, est plutôt domestique. Et elle a dû jeter son dévolu sur le couple. Elle est la première à aller travailler, notamment en allant chercher Rosemary. Et c'est elle qui isole Rosemary à un moment donné pour laisser Roman travailler Guy au corps à corps, parce que maintenant qu'ils l'ont bien ferré en fait. Et il fallait le faire ce soir-là. Donc il y avait une urgence en fait, sans perdre de temps. Car en fait, qui sait quand est-ce qu'ils auraient pu les revoir à dîner. Donc il fallait commencer tout de suite. Et donc c'est ce qui va se passer. Minnie va isoler, donc c'est après le repas. Hein. Donc Minnie va isoler Rosemary pour faire la vaisselle et Roman va travailler Guy. Et donc pendant que Rosemary s'en rencontre, d'ailleurs Rosemary sans doute à un moment, il dit mais putain mais elle a mis du temps à nettoyer une simple assiette parce que Minnie prend bien son temps à essuyer à nouveau une assiette avant de la reposer et elle jette un coup d'œil sur le côté, elle voit bien que Roman est en train de parler avec Guy. Et sans doute que Roman est en train de lui retourner la tête en lui parlant de succès, de gloire, parce qu'il fait un peu allusion à cela pendant le repas, pendant que Rosemary est là, en disant qu'effectivement dans ce milieu-là, si on veut percer, il faut du contact, il faut pouvoir peser. Et donc c'est peut-être ça qu'il est en train de lui développer de l'autre côté. Mais on ne sait pas exactement ce que Roman lui dit en réalité. Hein. Mais déjà, Polanski dans le film ne montre pas la scène, seulement de la fumée de cigarette en fait qui provient de la pièce où donc Rosemary voit qu'ils sont encore dans le séjour. Et on peut supposer en fait que vu qu'ils ont compris que Guy était une marque facile, donc ils ont vu qu'il dédaignait un peu la religion et qu'il n'était pas sûr de sa carrière d'acteur, ils se sont dit mais lui c'est bon en fait pour notre secte. On peut l'embaucher. Quelqu'un comme lui va être très ouvert aux promesses, d'un succès, et en fait fermerait pourrait ignorer toutes les conséquences en fait, morales par exemple. Et vraisemblablement, en fait, Guy n'a pas forcément rejoint le clan cette première nuit. Et Roman, sans doute aussi, malin comme il est, n'a pas du tout lui dire, juste assez pour le titiller en fait, et pour le faire revenir le lendemain. Et pendant que tout cela est en train de se passer, Rosemary, elle, est exclue. Sans doute parce qu'ils ont compris, ce n'était peut-être pas le plan premier de Minnie et de Roman, d'exclure Rosemary, mais déjà on se rappelle que Minnie était réticente à l'idée d'en parler à la femme qui devait avoir donc à Terry. Mais là, clairement, ils ont compris que ce n'était pas par Rosemary qu'il fallait passer. Innocente et prude comme elle est, ils ont compris à un moment donné que c'est par Guy qu'il fallait passer pour avoir Rosemary. Ça s'est décidé ce soir-là. Donc ils ont exclu Rosemary et entamé un travail avec Guy. Un exercice de manipulation superbe d'ailleurs. Et ce qui me plaît dans cette scène de dîner, c'est qu'il y a les jeunes face aux vieux, mais pas que. Il y a une forme de dichotomie en fait, une sorte de conflit entre le vieux, l'ancien et le moderne. Donc je disais tout à l'heure que Rosemary, qui fuit sa famille un peu traditionnaliste, un peu catholique, quitte les ploucs d'Omaha, finalement, pour fricoter avec les bobos et leur soirée cocktail-théâtre. Elle a jeté donc son dévolu sur Guy, le comédien, et c'est ce que la ville a à offrir de plus superficiel, peut-être, avec la lumière, le spectacle et l'image. Et elle a curieusement, d'ailleurs, assez de recul, en fait, en réalité, pour le reconnaître à certains moments. Elle le dit, d'ailleurs, elle dit que Guy est vain et superficiel, mais c'est ça qui m'a plu. Elle le dit à un moment. Donc elle le sait. Cette ville, cette lumière, cette image est moins ennuyeuse, en fait, moins banalement ennuyeuse que la constance, l'endoctrinement, en fait, de là d'où elle vient. Mais finalement, même en étant avec lui, c'est comme s'ils essayaient, au final, le couple Woodhouse en tout cas, de fuir cette modernité dans l'architecture, en fait.
et de retrouver de l'ancien dans l'architecture, en fait. Et ça, c'est très chic. Donc, malgré la fastuosité, la vitesse de la ville, en fait, on va essayer de retrouver de l'architecture vieillissante, de la résidence vieillissante un peu, avec un peu plus de charme. L'ancien a du charme, c'est vrai. Et c'est comme si ça venait donner de la matière à leur vie d'apparat. C'est ce qui transpire, en fait, du moins, dans cette course en surface vers l'ancien. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient y trouver quelque chose d'aussi ancien, finalement. D'aussi vieux et obscur que les croyances dans les régions reculées où Rosemary a laissé sa famille. Ils tombent sur une famille de sorciers, qui est également une sculpture aussi, vestige des croyances passées. Et en fait, ça tient en fait. Parce que où est-ce que la sorcellerie aurait pu le mieux survivre si c'est né dans la ville? Bien à l'abri des suspicions, consolidé par le scepticisme en fait, illuminé en fait, raisonné de l'homme moderne. Homme moderne qui, comme on l'a vu en fait, risque de venir finalement grossir les rangs dans sa vanité, son ennui, prêt à s'amuser jusqu'à ce que les choses tournent chocolat. Encore une fois, Lily Gardenia. Donc c'est le contre-pied en fait du dernier exorcisme en fait de le film. Parce que dans le dernier exorcisme justement, le mysticisme lui est resté enfoui dans les terres et les marécages. Ici dans Rosemary Baby, c'est l'inverse finalement. La sorcellerie et toutes ces connaissances obscures ont pu survivre là où le scepticisme est le plus avancé, mais finalement là où on prétend que la raison, que la science est la plus avancée. Et j'aime bien cette présentation. Donc bilan de fin de soirée en fait, Rosemary et Guy vont débriefer un peu. Ils vont se rendre compte qu'ils ont vu des choses bizarres, en fait, finalement, que tous les couverts étaient distincts dans la maisonnée. Alors, je me demande finalement si les couverts, ce ne sont pas Est-ce que les couverts n'appartiennent pas, en fait, aux membres de la secte? Parce que, comme on le verra tout à l'heure, la secte a besoin d'avoir un objet appartenant à une victime pour pouvoir lui jeter un sort. Donc, une façon comme ça pour Roman et Minnie, peut-être, de tenir à carreau les membres de la secte. Donc, voilà, je sais pas, c'est une théorie à la con, hein, mais effectivement, Rosemary remarque que tous les couverts étaient distincts. Il n'y en avait pas un qui se ressemblait. Donc, est-ce que c'était un par membre de la secte? Je ne sais pas. Et elle remarque aussi des tableaux qui manquaient, donc des tableaux qui devaient être au mur. Elle a vu des traces de propre, en fait, où il devait y avoir des tableaux. On les a enlevés pour mettre des tableaux plus petits. Le temps de la soirée, peut-être. On verra plus tard ce qu'étaient ces tableaux. Effectivement, ils ont bien fait de les décrocher pour... je vois mal Roman et Minnie justifier ça. D'autant plus que ça se justifie. Hein. C'est des tableaux horribles, peut-être, etc. Des églises qui brûlent, tout cela. Donc voilà, on peut comprendre un peu l'esthétique qui peut plaire là-dedans à la secte. Mais en réalité, en quoi ça aurait choqué Rosemary et Guy, je ne vois pas vraiment. Oui, c'est un tableau d'une église qui brûle. Peut-être que ça n'aurait pas aidé pour ce que Roman et Minnie voulaient finalement, c'est qu'ils arrivent confiants, qu'ils baissent leur garde. Donc peut-être une ambiance avec des églises qui brûlent, des tableaux d'églises qui brûlent, etc. Donc peut-être que ça n'aurait pas aidé. Et des sabbats de sorcières et autres. Et enfin, ils remarquent surtout en fait un courrier international, en fait, une pile comme ça de courriers venant du monde entier. Donc ce qui nous donne un peu entre-apercevoir finalement le côté un peu international en fait de la secte, ce qui colle bien avec les voyages de Roman.